Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Rhinos. Imaginez que vous sortiez tôt le matin, alors que l'air est encore frais et que la ville est silencieuse, sans presque remarquer ce mélange invisible de minuscules particules qui flottent dans l'air. Une présence discrète qui influence toutes vos respirations. Dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé Qui respire quoi? La géographie cachée de la pollution de l'air, nous poursuivons la réflexion engagée dans l'épisode 27 de la série Monitoring, où nous avons exploré comment rendre la pollution invisible visible pouvait modifier les comportements. Aujourd'hui, nous allons plus loin en nous demandant ce qu'il faut mesurer, le niveau de détail, et comment les conditions socio-économiques influencent ceux qui sont les plus exposés. Commençons par le premier enseignement majeur. Une surveillance personnalisée à haute résolution peut aider à identifier les possibilités de réduire l'exposition et à mettre en œuvre de mesures plus efficaces de lutte contre la pollution de l'air. Et puis, une revue de 246 études a nettement mis en évidence d'importants progrès dans le suivi individuel de la pollution atmosphérique à l'aide d'outils tels que des prélèvements par pompe, les réseaux de capteurs en temps réel, le suivi des déplacements et les méthodes d'apprentissage automatique. Ces outils nous permettent de capturer les différences les plus fines selon le lieu et le moment. Au lieu de s'appuyer uniquement sur des stations fixes de mesure en extérieur, nous pouvons suivre les activités quotidiennes des individus et estimer avec davantage de précision leur exposition réelle ainsi que les risques pour leur santé. Ce n'est pas qu'une question scientifique. Cela reflète l'air que les gens respirent pendant leur trajet, à l'école, au travail ou même chez eux. Une autre étude menée en Afrique subsaharienne montre pourquoi c'est important. Les chercheurs ont suivi 297 écoliers asthmatiques pendant plus de 1100 jours dans 6 villes. À peine 20% des jours enregistrés respectaient la recommandation de l'Organisation mondiale de la santé concernant les PM 2,5 sur 24 heures, fixés à 15 microgrammes par mètre cube. L'exposition médiane variait de 16,0 à Durban à 41,8 à Blantyre, révélant d'importantes différences entre les villes. Même au sein d'une même grande région, l'exposition des enfants variait énormément. Qui aurait pu imaginer? L'étude a également montré que la principale source d'exposition différait selon les villes. À Lagos, Kumasi et Moshi, les enfants étaient davantage exposés à la pollution à l'école qu'à la maison. À Blantyre, Durban et Harare, l'exposition la plus élevée se produisait souvent à domicile ou pendant les trajets. L'exposition ne dépend donc pas uniquement de l'endroit où l'on vit, elle dépend aussi des lieux où l'on passe sa journée et des conditions que l'on y trouve. De petits changements dans les infrastructures peuvent faire une grosse différence. Une analyse menée dans 6 villes d'Afrique a montré que l'exposition des enfants dans les écoles dont les cours étaient revêtus d'un sol dur représentait un tiers de celle observée chez les enfants fréquentant des écoles dont les cours étaient en terre battue. C'est ça l'intérêt de la surveillance personnalisée. Elle permet d'identifier des points critiques précis et d'orienter des solutions ciblées à l'échelle locale, comme le revêtement des cours d'école, subventionner la solution des cuissons propres, la réduction du tabagisme à l'intérieur des habitations ou encore l'amélioration de la ventilation et des conditions de transport. Passer de mesures générales de la qualité de l'air à des données d'exposition individuelles aide les décideurs à intervenir précisément aux endroits et aux moments où les risques sanitaires sont les plus élevés. Passons maintenant au deuxième enseignement majeur. La relation entre le niveau économique et la pollution de l'air est plus complexe qu'elle n'y paraît. À l'échelle globale, il y a environ 7,3 milliards de personnes qui sont exposées à une qualité d'air médiocre, dont des millions de personnes vivant avec de très faibles revenus. À l'échelle des pays, ce sont clairement les économies à revenus faibles et intermédiaires qui supportent la plus grande part du fardeau, qui connaissent également une urbanisation et industrialisation rapide. Cette tendance mondiale laisse penser qu'il y a un lien simple entre pauvreté et pollution. Mais lorsqu'on observe les situations à l'intérieur des pays et des villes, le tableau devient beaucoup plus nuancé.
Dans plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires, la pollution de l'air est positivement corrélée au niveau de richesse à l'échelle des districts. Les quartiers urbains les plus aisés peuvent être davantage pollués parce qu'ils concentrent plus d'industries, de circulation, de chantiers et d'activités économiques. Cela remet en question l'idée largement répandue selon laquelle les quartiers les plus pauvres respirent toujours l'air le plus pollué. En réalité, cette relation varie selon les contextes. Dans certains endroits, les zones rurales les plus pauvres sont davantage exposées à la pollution provenant de sources naturelles ou dues à l'utilisation de combustibles tels que du charbon de bois ou du bois pour la cuisson ou le chauffage. Ailleurs, les quartiers urbains les plus riches sont plus pollués parce qu'ils constituent les principaux centres de développement et de production. Un niveau de vie plus élevé ne garantit donc pas automatiquement un air plus propre. Quelles sont les implications pour les politiques publiques? Cela signifie que les politiques doivent tenir compte des réalités locales. Les normes générales de qualité de l'air restent essentielles, mais elles doivent souvent être complétées par des technologies industrielles plus propres, l'électrification de la cuisson et de l'éclairage, des politiques de transport adaptées à la population et une planification urbaine qui éloigne les habitations des zones à fortes émissions. L'objectif n'est pas seulement de réduire la pollution globale, il s'agit aussi de comprendre quels groupes, quels quartiers et quels environnements quotidiens sont les plus exposés. En combinant des données de surveillance à haute résolution avec des données socio-économiques, les décideurs peuvent concevoir des interventions à la fois ciblées et équitables. On peut donc réunir maintenant ces deux approches, les outils scientifiques et d'ingénierie qui mesurent l'exposition et l'analyse économique qui explique les grands mécanismes sociaux. Les ingénieurs ont développé des instruments capables de révéler avec précision l'exposition individuelle. Les économistes, eux, analysent les effets à l'échelle de la population, les inégalités et les coûts. Aucune de ces disciplines ne peut à elle seule fournir une réponse complète. Ensemble, elles offrent un cadre d'action plus solide, combinant la précision scientifique avec une compréhension de la manière dont les personnes vivent, travaillent, se déplacent et participent à l'économie. L'une des approches se concentre sur l'échelle microscopique, par exemple l'exposition d'un enfant pendant son trajet vers l'école. L'autre apporte une vision d'ensemble en mettant en évidence les tendances régionales, les pressions liées au développement et la répartition des risques au sein de la société. Les différences d'exposition ne sont pas seulement du bruit dans les données, elles constituent des indices précieux qui révèlent où les politiques peuvent avoir le plus d'impact. Investir dans une surveillance à haute résolution et la relier à des profils socio-économiques permet de guider des actions très concrètes. Revêtir les cours d'école, réduire l'utilisation de biomasse à l'intérieur des habitations, réglementer les émissions industrielles ou encore repenser l'aménagement urbain. Alors, ces détails sont importants par rapport aux effets immédiats causés sur la santé, mais aussi pour concevoir des villes durables sur le long terme et une meilleure qualité de vie. Alors, une politique efficace contre la pollution de l'air nécessite donc une double approche. Il faut rendre d'abord l'exposition visible, puis agir à partir de ces informations avec précision technologique et dans un souci d'équité sociale. Voilà le message essentiel. La surveillance individuelle révèle où se produit l'exposition, tandis que l'analyse socio-économique locale permet de déterminer quelles interventions sont réalistes, équitables et les plus susceptibles d'améliorer la santé publique. Alors, comme conclusion, il apparaît clairement qu'une meilleure surveillance n'est qu'un point de départ. Une fois que ce qui est invisible devient visible, les institutions doivent encore disposer des moyens, des ressources, du personnel et de la coordination nécessaires pour agir. Notre discussion d'aujourd'hui prépare ainsi le terrain pour le prochain épisode de la série Managing, dans lequel nous examinerons quelles institutions et quelles politiques peuvent transformer ces enseignements en actions concrètes. L'intégration d'une surveillance avancée avec l'analyse économique affine notre compréhension du problème et jette les bases d'interventions précises, innovantes et équitables. Elle montre aussi pourquoi la collaboration entre disciplines est indispensable. Les ingénieurs, les scientifiques, les économistes, les spécialistes de la santé publique, les urbanistes et les communautés apportent chacun une partie de la solution. En passant de l'échelle mondiale à l'échelle individuelle et en reliant l'innovation technologique aux réalités économiques,
Les décideurs acquièrent la clarté nécessaire pour concevoir des interventions ancrées dans le quotidien des populations. Et c'est bien cela qui compte au final. Des politiques fondées sur des données concrètes et sur l'expérience humaine, capables d'apporter un changement réel dans les communautés qu'elles servent. Dans le prochain épisode, nous verrons comment les institutions peuvent utiliser ces informations détaillées pour assainir l'air et protéger la santé publique. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.